Le défilé vient de s'achever. Nous nous retrouvons à présent pour notre plateau d'analyse avec Semossa Lezema. Bonjour. Bonjour, Madame Lawson. Merci d'avoir accepté notre invitation face de vous, Léandre Kitty. Bonjour. Bonjour, Madame Lawson. Bonjour aux amis téléspectateurs et bonne fête à toutes et à tous. Merci. Et justement, avec vous, nous allons essayer d'évaluer à chaud ce 1er août du premier septennat. Si je peux m'exprimer ainsi, alors, Léandre Kitty, vous avez suivi le défilé ce matin. Déjà, quelle première impression, quel premier sentiment se dégage? Le sentiment que j'ai, c'est que je suis heureux de savoir que pour ce premier août du premier septennat, pour vous reprendre, les choses ont été organisées dans la discipline, dans le bon timing. Vous savez, toute première expérience, quand elle vient, on a comme appréhension qu'il y aura des tâtonnements, jusque dans la posture du chef de l'État. Bon, je n'ai pas vu quelqu'un qui était trop dépaysé ou bien qui était trop frileux par rapport à l'expérience. Ça veut dire qu'il rentre dans la peau du chef d'État et vous savez, le défilé, hein, vous pouvez être la plus grande autorité. Tout ce qui est militaire, c'est des gestes précis, millimétrés. Et quand vous n'êtes pas de ce corps, vous pouvez faire des erreurs. On a vu à travers le monde des chefs d'État faire des erreurs. Donc j'ai vu que ça a été bien préparé. Il n'y a pas eu de quoi, qu'en tout cas pour ce que j'ai suivi, et j'ai trouvé également qu'il y a cette identité nationale qui a été réaffirmée à travers tout ce qui peut constituer l'habillage culturel de la cérémonie. Vous voyez, dans l'exécution des fanfares de la police et de l'armée, exclusivement, moi ce que j'ai eu un temps d'évasion, non, exclusivement les chansons béninoises ont été exécutées. Ils étaient très agréables. Ensuite, des chansons qui ont des messages qui sont importants. Et puis le tableau culturel aussi. Et c'est bizarre, en venant à votre invitation, je me disais, l'idée m'était venue, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui sur par rapport au plateau culturel? Est-ce qu'ils vont on va faire exécuter l'hymne national dans une autre langue? L'année dernière, c'était le Hadja. On connaissait le fond, mais je me suis dit, dès qu'on va faire exécuter l'hymne national dans une autre langue, ça plaira à tout le monde, mais en même temps, ce sera donc un cycle pour que toutes les ethnies du Bénin liées, attachées à une langue, s'attendent à leur tour. Tant mieux si ça peut renforcer l'unité nationale, que chaque Béninois et chaque Béninoise et chaque Béninois, où qu'il se trouve, se sentent de la nation. Donc je suis plutôt satisfait du déroulement du défilé. Merci à vous pour ces premières analyses. Oui, Semossa Lezema, quel bilan tirez-vous de ce défilé et de la manière dont il a été mis en scène cette année? Merci, Madame Lawson. Et en ce jour de commémoration, permettez-moi avant toute chose de dire, je voudrais rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, de par leur engagement, de par leur courage et par leur sacrifice, ont contribué à la cession de notre pays à l'indépendance. J'associe également à cet hommage toutes celles et ceux qui, depuis lors, œuvrent de façon quotidienne au renforcement de la nation. Alors, vous me demandez ce que je pense de ce défilé. Le défilé est un symbole de la République. Elle nous rappelle et elle nous montre le professionnalisme et l'engagement des forces de défense et de sécurité
et leur attachement au service de la nation. J'ai vu un beau défilé et j'apprécie lors des passages l'élégance et je note, comme mon cher Léon Kitty, que chaque année il y a l'amélioration dans les tableaux qu'on nous présente, la cohésion et le rythme de passage de nos forces de défense et de sécurité. J'ai apprécié également le tableau culturel qui nous est présenté, un magnifique tableau. Ce défilé nous transmet la cohésion nationale, la cohésion sociale, le patriotisme et l'engagement du devoir bien fait. Il faut noter que la fête de l'indépendance est avant tout un moment de mémoire. Justement. Et de rassemblement. Elle nous rappelle que la souveraineté n'est pas seulement un héritage historique, mais également un devoir de responsabilité quotidienne. C'est l'occasion de mesurer le chemin parcouru, d'apprécier la qualité des progrès et de réfléchir collectivement aux défis qui restent pour la construction de notre beau pays dans le dialogue et la solidarité. Merci à vous. Et justement, en termes de symbolisme, Léandre Kitty, nous avons assez évolué. Nous sommes passés d'un quinquennat à un septennat, ce que nous devons d'ailleurs au régime précédent, l'ancien président Patrice Talon. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela évoque, qu'est-ce que cela signifie pour nous, ce 1er août du premier septennat? Ouais, il faut d'abord parler du contexte. Là, nous sommes en train de boucler un processus de fait d'une batterie de réformes. Vous voyez, l'instauration du septennat, la trêve politique, tout cela ressort de la dernière révision de la Constitution faite en novembre et promulguée le 25 décembre 2025. Mais ça a commencé, cette marche a commencé depuis le 2019. D'accord, où on a réaménagé le mandat des députés, on a revu un certain nombre de choses dans les institutions de la République. Et l'instauration du Sénat est venue un peu comme le dernier acte fort de cette batterie de réformes-là, qui inaugure tout un autre cycle. Ça, il faut que les gens se le disent très clairement. Hein. Le Bénin, à partir d'aujourd'hui, change fondamentalement son attelage institutionnel et les rapports fonctionnels et hiérarchiques qu'il y aura entre les institutions, tout change. Et parlant du septennat, c'est que c'est pour la première fois donc aujourd'hui qu'on fait un 1er août pour démarrer le septennat. Ça inaugure l'ère de ce qu'annonçait déjà le président l'ancien président Patrice Talon, où il plaidait pour qu'on mette la politique au service du développement. Le septennat, c'est pour dire nous partons pour 7 ans où essentiellement nous cessons d'être dans le style vous et là, nous cessons d'être dans les invectives qui caractérisaient principalement notre démocratie, parce que tel qu'on l'a vendu la démocratie, c'était comme si tant que ça ne bavarde pas beaucoup, tant que ça ne s'accroche pas, tant que
un régime n'est pas combattu à 100% parce que certains on leur a porté le manteau d'opposants, parfois ils ne se posent pas la question de savoir à quoi ils s'opposent. Parce que vous savez, ce qui se faisait, c'était que dès que quelqu'un prend le pouvoir, le lendemain, ceux qui ne sont plus au pouvoir ou qui aspiraient à aller au pouvoir et dont les projets de société n'ont pas prospéré auprès de... Ils se déclarent opposants avant que celui qui est élu ait posé le premier acte. En fait, c'était les vices de notre démocratie. Quoique je suis grand défenseur de la démocratie. Aujourd'hui, avec le septennat, et les premiers pas que le président Wadaï a posé, c'est qu'on se met au service du développement, même si on doit faire la politique. Et on a voulu passer un message également pour dire, concentrons-nous sur les défis qui vont nous permettre vraiment de développer le pays et d'être épanoui en tant que chaque citoyen. Le défi de la sécurité. Le thème du défilé en dit long. Et on insiste, en parlant de sécurité, sur la coproduction de la sécurité. Moi, je vous fais la confidence que avec certains amis, qui sont dans le journalisme, d'autres qui sont dans la société civile et d'autres intellectuels également, après des observations, pour la plupart, c'est le minimum dans ce groupe-là, c'est 10 ans dans l'activisme public. On a mis en place un think tank qu'on a appelé CRPC, le Cercle de réflexion, de recherche-action pour la participation citoyenne. Parce que, et vous savez, on va produire beaucoup de réflexions, faire des enquêtes pour amener la population à savoir que c'est au moment où le gouvernement pose des actes en sa faveur, en faveur des différentes couches, que le citoyen aussi doit apporter sa contribution en même temps. Il ne doit pas s'asseoir pour dire « le gouvernement n'a qu'à faire des choses pour moi et quand je me serai bien senti, je verrai ce qu'il faut faire ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le terrain de la sécurité, par exemple, tant que les populations, dans leur grande majorité, ou dans leur totalité, ne vont pas se dire « nous construisons la sécurité ensemble ». J'ai un rôle, en tant que citoyen, un rôle à jouer, pas après le militaire, pas après le policier. C'est pendant que le policier ne dort pas, il est chaud là, que moi aussi, quand j'ai une information, c'est en temps réel que je donne l'information à qui de droit et avec la protection requise pour que je sois tranquille, pour que ceux qui sont passés d'ailleurs sur votre plateau ici tout à l'heure l'ont dit, sans l'information, on ne peut pas faire des investigations, on ne peut pas renseigner, documenter les investigations et pouvoir agir. Donc, bref, on part pour un septennat où on va beaucoup plus s'occuper des questions de développement et chaque composante va jouer sa partition. Ce ne sera pas seulement les dirigeants. Et je voudrais dire aussi que les premières, vous permettez, j'en aurais fini sur cette prise de parole, les premières, il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Au-delà du 1er août, du 1er septennat, vous avez pour la première fois, et le protocole l'a cité, les sénateurs. Justement. Il y a tous ceux qui sont là aujourd'hui comme appelés sénateurs, ils venaient au 1er août, mais sous d'autres titres. Vous voyez, aujourd'hui, donc ça inaugure quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Preuve également que donc c'est un nouveau cycle qui commence. Et vous avez vu aussi le message de cohésion, de retour à la cohésion. Boni Yahi, qui s'empresse d'être là aujourd'hui, il y a un an, ce n'était pas le cas. Et vous avez vu dans les commentaires, j'ai surveillé les confrères qui faisaient les commentaires. Je pense que les journalistes vont chercher sérieusement des potins où il faut dire après, non, ils ne se sont pas bien salués, non, quelqu'un est resté... on sait que Soglo n'est pas là aujourd'hui, mais personne ne va imaginer que Soglo va faire une déclaration contre ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, il y a quand même que ce nouveau cycle-là qui démarre inaugure également le retour à la cohésion sociale, parce que fondamentalement, ce qui nous divise n'est pas plus important que ce qui nous unit. Et que chaque citoyen aussi sente que c'est à travers le travail, d'accord, à travers le travail, le président Wada, il a
déclaré à une autre occasion, un peu avant donc, ce défilé, où il disait que les trois facteurs fondamentaux, les trois valeurs fondamentales de réussite pour les citoyens, pour l'humain, aussi bien que pour une organisation ou un État, c'est bien le travail, c'est la discipline et l'éthique. Donc, que chacun dans son périmètre d'influence se dise, je travaille pour le pays, je joue ma partition, c'est ça qui autorise même d'ailleurs à réclamer après ce qu'on pense que l'État nous doit. Et tous ceux qui ont conçu la notion de redevabilité, c'est ça. Il y a un offreur de redevabilité, c'est ceux qui sont en responsabilité républicaine. Il y a les demandeurs de redevabilité, mais qui ont des obligations également, même l'obligation de chercher à voir clair en temps réel, l'obligation de dénoncer et l'obligation de jouer sa partition, qu'aucun citoyen ne dise « je suis dans mon coin, je fais mal votre boulot ». Depuis le matin, vous êtes là à faire votre boulot, c'est pour contribuer à ce que les Béninois jouissent de leur droit constitutionnel d'avoir l'information. Et justement, Léon Kété, vous avez évoqué un certain nombre de spécificités de ce septennat, mais je reviens sur les vices de la démocratie que vous avez évoqués. Aujourd'hui, on parle de démocratie, d'une démocratie qui a évolué pour le peuple béninois. C'est ça, les Lézina. Oui, Madame Lawson, et vous savez que chaque génération a apporté sa contribution à la construction de notre pays. Il faut reconnaître qu'il y a des avancées, tout en gardant un regard lucide sur les défis, comme il a dit, qui concernent la sécurité, l'éducation, la santé et la démocratie, dont vous faites cas. Vous savez, et vous avez vu la présence de la population. Et vous avez vu leur enthousiasme. Ça veut dire qu'elles sont attachées à l'événement, à la fête nationale que nous célébrons. Et ça renforce la cohésion nationale. Tout cela ne peut pas se passer dans un climat qui n'est pas apaisé. Dans un climat où... On a l'impression qu'avant ce septennat, il n'y avait pas de climat apaisé, mais tout était apaisé. Non, vous avez vu tout ce qui s'est passé avant l'élection du président Wadaï, que je salue et je dis bonne fête à lui. Au passage, il était élégamment habillé. Donc, vous savez, les remous qui étaient là, les opposants estimaient qu'ils étaient exclus et le débat. Et aujourd'hui, beaucoup estiment qu'il y a la peur. Or, si les citoyens ne sont pas libres de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent dans le respect des lois, voyez-vous, ça ne peut pas marcher. Donc, vous savez, nous parlons de la démocratie. Mais regardons, en démocratie, on donne la parole aux citoyens. Vous avez vu cette loi qui porte le mandat presque de toutes les institutions à 7 ans. On n'avait pas donné la parole à la population, aux différents corps de la nation, avant qu'on en arrive là. Nous nous sommes levés un jour, un matin, pour constater en pleine élection que le mandat, les gens avaient déjà, les candidats avaient même déjà déposé leur dossier pour 5 ans. Et en pleine élection, on porte le mandat. Ça peut, sans qu'on écoute en démocratie, ça peut créer quelques frustrations. Moi, je demande simplement... Mais la finalité... Oui, bon, la finalité, c'est que le peuple béninois qui est attaché à la paix s'est discipliné et nous sommes allés aux élections, un nouveau président est élu. Ce que nous lui demandons, c'est de faire en sorte que notre démocratie se renforce davantage, où dans la cohésion et dans la solidarité, nous allons continuer l'œuvre de nos pères, de nos aînés, que je salue le mémoire du feu président Souroumigan Apiti, qui a proclamé la République en 1958. Et je salue également le mémoire du feu président Hubert Maga, qui a proclamé la fête de l'indépendance que nous célébrons aujourd'hui. Et petit à petit, nous sommes en train de construire notre nation. Donc, nous avons choisi de faire de la démocratie. Et la démocratie a des règles. Vous savez, il faut considérer tous
les corps conçus de la nation, les travailleurs, les syndicats, la société civile. La démocratie n'est pas seulement les élections, la démocratie n'est pas seulement le fonctionnement des institutions, la démocratie n'est pas seulement les lois. La démocratie, c'est aussi la participation des citoyens, c'est leur engagement de dire ce que... Parce qu'en réalité, c'est quoi? Les autorités ne sont que des instruments. C'est le peuple qui est l'acteur majeur de la démocratie. Donc, moi, je suis un défenseur de la démocratie et vous le constatez également, tout le monde le constate. Est-ce que ce n'est pas les acteurs politiques même parfois qui donnent une connotation parfois négative de la démocratie? Le peuple sait qu'on est en démocratie, tout simplement. Bon, le peuple a plusieurs manières de s'exprimer. Soit il dit, si on donne la possibilité, ce qui ne va pas et ce qui peut aller. Ou bien, il a la possibilité de sanctionner dans les urnes. Si on ne lui donne pas réellement la possibilité de choisir et d'opérer et d'opter pour la tendance qu'il voudrait, vous voyez qu'il serait là en observant et on peut penser que la démocratie fonctionne parce qu'on a fait les élections dans le calme et le bonheur. Ce que je souhaite au président qui est élu, l'histoire là est derrière nous, qu'il fasse en sorte que tout ce qui pourrait faire en sorte que notre démocratie serait une démocratie qui ne serait pas appréciée de tout le monde, qu'il fasse en sorte que ça soit derrière nous. Qu'il regarde l'avenir en face. Et nous avons la chance, il est pratiquement de notre génération, il est de la génération qui est en train de suivre la génération qui a géré les affaires jusqu'à maintenant. Et je pense que quand je le vois, je l'observe, ce n'est pas que je le psychanalyse, mais je pense qu'il va faire en sorte que notre démocratie serait apaisée pour le bonheur de nous tous, pour qu'on développe notre pays dans la solidarité et dans la quiétude. Merci. Et justement, on a l'habitude de dire que le 1er août, qu'est-ce que ça change pour nous? Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Nous sommes toujours demandeurs de l'extérieur. Nous avons constaté un peu les premiers pas du président Obiang Wadani depuis son investiture, son ouverture au monde. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Bon, d'abord, on est dans un contexte aujourd'hui de l'évolution du monde où plus personne ne peut vivre en autarcie. Sinon, parce que même ce que vous et moi, nous sommes en train de dire ici, instantanément, quelqu'un peut le suivre depuis Washington. Alors, si ce qu'il fait à Washington ne nous intéresse pas, si les rapports que nous devons avoir, ce que nous devons faire pour qu'il sache qui nous sommes, pour qu'on puisse voir à quel carrefour on se rencontre, pour s'influencer positivement et mutuellement, on ne se développe pas. Mais au même moment, sur le marché du concert des nations, c'est également ce que chacun apporte d'original, qui fait qu'il va pouvoir gagner sur ce marché. Et aujourd'hui, nous sommes avec le régime, ça avait commencé déjà sous Talon, mais avec le régime Wadaï, c'est que nous voulons affirmer notre identité, mais en étant ouverts vers le monde. La célébration de la fête de l'indépendance, bon, si vous voulez, on va jouer sur la sémantique. On peut, c'est libre à nous, on peut désormais dire, on appelle ça célébration de la fête de la souveraineté, au lieu de dire fête de l'indépendance, qui renvoie à l'idée que nous étions dépendants de quelqu'un. Mais il y a que d'autres intellectuels, d'autres acteurs peuvent soutenir la thèse que rejeter ou changer le mot indépendance serait une manière de fermer la porte à l'histoire, aux références historiques. Parce que l'histoire est là quand même qu'on a été dépendant à un moment donné. D'accord? Mais tout est dans le sens, le contenu que nous donnons aujourd'hui, comment nous vivons cette indépendance. Si par exemple, nous sommes au Bénin, si nous devenons, comme nous le sommes déjà, un meilleur pays en matière de gestion de ressources publiques, dans des espaces un peu plus grands, sous-région, Afrique et au-delà, c'est une bonne chose. Ça veut dire que nous sommes grands, nous pouvons nous prendre en charge. Ça veut dire que si quelqu'un dans un coin du monde se lève pour vouloir nous regarder avec condescendance, pour vouloir dire cela ne peut pas se prendre en charge, de autour de lui, dans un monde du numérique où tout se sait ici et maintenant, on va lui dire, ah non, ces gens-là, ils sont matures, ils peuvent se prendre en charge, voici la preuve. Si
nous crédibilisons la signature Bénin et que nous avons des performances qui font que ceux qui peuvent par exemple nous accorder des prêts, c'est eux qui courent derrière nous pour nous dire on peut vous prêter de l'argent, nous avons la possibilité de dire ah non, c'est à telle condition, d'imposer nos conditions. Mais si nous irons tellement mal et que nous sommes toujours à 75% tributaires de l'assistanat étranger, on ne nous respectera pas. Si les Béninois, dans leur grande majorité, ça me renvoie donc à cette bataille que je mène avec d'autres amis sur la participation citoyenne, si les Béninois, dans leur grande majorité, sortent de ce que j'appelle l'incivisme civique et fiscal, d'accord, si spontanément les Béninois disent, mais la contribution intérieure à la mobilisation de ressources, il y a même un ministère qui a un volet mobilisation de ressources internes. Si chacun joue bien ce rôle et paye ses impôts, des impôts bien évidemment qui tiennent compte de la vie, du pouvoir d'achat des gens, alors si ça se fait spontanément, qu'est-ce qui va se passer? On dira on a été dépendant un jour, mais ceux qui nous avaient colonisés vont se rendre compte que si nous avons 100 francs à dépenser en une année, il n'y a que 10 francs ou bien 15 francs que nous voulons de l'étranger. Et comme il y a plusieurs possibilités pour capter des financements de l'étranger, ce sont ces bailleurs-là qui vont courir pour dire je veux que vous preniez mon financement parce qu'un financement de l'étranger, ceux qui font bien dans l'analyse économique vous le diront, c'est un instrument politique. C'est-à-dire que celui qui vous prête de l'argent, il ne prête pas que pour gagner un bénéfice là-dessus, il prête aussi pour qu'il compte dans votre vie, il compte dans vos décisions, il compte dans les rapports. Et il peut vous demander d'autres services quand il se trouve en difficulté. D'accord? Et cela participe également de sa propre visibilité. Donc, indépendance, ça sert à beaucoup de choses. Et puis, la célébration comme ça. Vous voyez, quand tous ceux qui se sont mobilisés, là, on dit plus de 5000 personnes qui sont allées à la place de l'Amazone. Et vous imaginez combien sont mobilisés dans les rues, les avenues qui ne sont pas loin de la place des Amazones, et combien de Béninois d'ici et de la diaspora sont restés terrés devant leur poste téléviseur aujourd'hui pour suivre. Est-ce que tous ceux-là sont en griffe bête pour s'intéresser à quelque chose qui ne leur apporte pas du carburant psychologique? Célébrer cette fête-là apporte du carburant psychologique à tous les citoyens qui ont la fierté d'être béninois. Et ça réveille, ça fouette en eux le sens du patriotisme. La nation vous appelle. Et puis pour ceux qui imaginent quelqu'un qui se trouve dans une zone où il y a des incursions terroristes par exemple, et c'est vrai, ils voient les forces de l'ordre faire des efforts. Ça le rassure. Mais quand ils regardent le déploiement, d'accord, et des forces de l'ordre avec les moyens qu'il faut, spontanément, ça a un effet sur lui, il se dit, ah, il y a des gens quand même qui ont pris pour mission de se battre pour que je puisse avoir la sécurité. Et puis enfin, ces forces de l'ordre, il y a un autre effet à célébrer la fête de l'indépendance. Pourquoi essentiellement c'est un défilé militaire qu'on fait? Pourquoi essentiellement la forte dose, c'est le défilé militaire? C'est pour que ces forces de défense et de sécurité puissent réaffirmer leur allégeance au chef suprême des armées. Vous savez qu'il faut demander à l'armée même, regardez le salut qu'ils font au chef de l'État. C'est pour dire nous continuons à être loyaux, nous allons suivre vos ordres, parce que quand l'armée ne suit plus les ordres, vous savez ce que vous savez. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on peut dénormer désormais cette fête, une fête de souveraineté, comme l'évoquait tout à l'heure Léandre Kitty? Bon, mais avant, permettez-moi de lui dire que les Béninois payent déjà beaucoup d'impôts, contrairement à son invite. Non, oui. Le débat, mais le débat n'est pas le nombre d'impôts. Juste à dire des impôts qui tiennent compte du pouvoir d'achat des gens. Mais le peu que légitimement ils doivent payer, qu'ils puissent le payer. Vous savez que l'incivisme fiscal est criard dans notre pays. Oui, Madame Lasson, la souveraineté, comme il le disait si bien, alors,
on est souverain en quoi? Regardons. En termes de sécurité, comme il le dit, j'ai vu un défilé où il y a beaucoup d'engins qui montrent la puissance de l'État. Est-ce que c'est pour autant que nous sommes souverains en termes de sécurité? Et nous ne pouvons pas... Qu'est-ce qui vous fait croire que nous ne sommes pas souverains? Non, il faut... C'est-à-dire, quand vous voyez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait pour faire face réellement à ces institutions terroristes, comme il le dit, c'est en termes de cela que nous allons évaluer. Je ne dis pas que nous ne sommes pas, mais il faut l'évaluer pour se dire qu'effectivement, nous sommes un pays souverain en termes de souveraineté. C'est-à-dire, il le disait, que le Bénin seul ne peut pas vivre en autarcie, faire face. Et comme déjà depuis, dans son document, le président Hubert Maga le disait dans son document, face aux impasses. Il démontrait le quadrilatère en termes du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Ghana. Et c'est pour cela que j'ai salué le déplacement, le tout premier déplacement du président Ouattara vers nos frères du Niger et du Burkina pour que, effectivement, dans une région, dans un ensemble, nous pouvons faire face en termes de sécurité. Donc déjà, nous aussi, nous devons assumer et assurer notre souveraineté en termes de sécurité. De plus, en termes de souveraineté, nous devons faire face aux difficultés, aux défis que nous avons en termes de l'éducation. Madame, mais je reconnais, il peut s'accorder avec moi qu'au moment où nous sommes allés du moins à l'université, il y avait au moins les bus qui nous déplaçaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour garantir la continuité vis-à-vis des jeunes qui vont prendre la relève pour faire en termes de l'éducation, les enseignants, le recrutement, tout ça là, est-ce que nous allons continuer à tendre la main à l'extérieur avant de régler les besoins fondamentaux qui sont les nôtres en termes d'énergie? L'énergie, vous savez, c'est une dimension qui garantit le développement. En termes d'énergie, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes souverains? On était dans une communauté. Qu'est-ce qui est fait pour que tout ça s'améliore? Mais en termes d'emploi des jeunes et de développement, j'ai vu aujourd'hui une innovation. Quand je suivais vos invités sur votre plateau, j'ai appris que les costumes qui étaient portés par ces forces de défense et de sécurité, que la plupart étaient conçus chez nous ici. C'est bien, il faut l'encourager. Ça garantit, voilà, ça peut garantir l'emploi des jeunes pour que nos jeunes ne traversent pas la Méditerranée pour aller chercher leur bonheur ailleurs. Donc, la souveraineté alimentaire, qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'agriculture pour que, effectivement, nos enfants mangent sain, pour que toujours on n'importe pas ce que nous mangeons de façon majoritaire de l'extérieur pour nous. Je ne dis pas qu'on va consommer que local, mais tout ça là participe à la souveraineté de notre pays. Et nous devons ensemble travailler pour ça, et dans la solidarité. Et les querelles politiciennes là, il faut qu'on on les rend derrière nous et nous regardons ensemble l'avenir pour pallier les problèmes qui attendent les générations futures. Oui, Léandre Kitty, je vous sentais vouloir réagir. Oui, je voulais réagir parce que, en fait, je voulais dire que M. Lézimé n'a pas pour autant contredit ce que je disais. Il m'a apporté de l'eau à mon moulin parce que au début, il semblait vouloir démontrer que nous ne sommes pas souverains, mais après, il rappelle lui-même des efforts qui nous positionnent à un niveau appréciable sur la quête de cette souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté absolue. C'est une quête permanente. C'est ce que je démontrais. Je ne dis pas qu'on n'est pas souverain. Non, évidemment, il ne faut pas rêver. Et là, si vous voulez, on fera de la philosophie là-dessus. Mais c'est comme la vérité. D'accord? Un être humain, une nation qui veut évoluer, poursuit la vérité, la transparence
en étant conscient en même temps que c'est un idéal inatteignable à 100%. Il n'y a pas de souveraineté absolue. Tout est rapport de force dans le monde. Regardez la recomposition du monde aujourd'hui, du point de vue géopolitique et géostratégique. Il y a des pays qui étaient de grandes puissances économiques, militaires, qui après ont baissé de la forme parce qu'ils ont reçu certains coups. Il y a d'autres qui, comme le Bénin, pour ne prendre que l'exemple de la Chine, qui en 1960 était au même niveau que le Bénin. D'accord? Oui, mais aujourd'hui, la Chine est une grosse puissance économique. Parce que la Chine a travaillé sur sa souveraineté. Mais la Chine, même aujourd'hui, ne peut pas dire « je suis dans la souveraineté absolue ». Dès qu'elle va baisser la garde, il y a que des gens vont commencer par même proposer des choses à la Chine pour la maîtriser. Ce que fait le Bénin, quand vous donnez l'exemple des treillis, des policiers et des militaires, même des douaniers qui sont produits aujourd'hui au Bénin à 100%, bon, je suis un peu gêné que ce soit ce matin que vous le découvriez. Mais c'est déjà bien. C'est ce matin qu'on m'a donné l'occasion de le dire en direct sur le plateau. Non, non, pas de le dire. C'est ce matin que vous avez eu cette information. Alors que depuis longtemps, vous voyez, c'est pour parler de participation des citoyens. Ça devrait vous intéresser ce qui se passe à Glodjibé. Vous dites, mais ils ont dit, le gouvernement vante tellement cette affaire-là. En tant que citoyen, il faut que j'aille voir. Mais imaginez que les tenues que nos forces de défense et de sécurité portent, c'est produit ici. Ça génère des dividendes, des ressources. Ça reste dans notre pays. D'accord? Ensuite, il y a une certaine fierté à porter ce qu'on a produit ici. Il faut déjà dire, c'est un pas, d'accord, de souveraineté. Maintenant, vous et moi, là, la différence entre nous, c'est que vous pensez qu'il y aura un moment où des cases vont être cochées à 100%, on dira, maintenant nous sommes souverains. Donnez-moi un seul pays au monde qui est complètement souverain. Vous avez peut-être mal interprété. Ce n'est pas vrai, vous interprétez mal mes propos. C'est-à-dire, je posais une problématique. Je reconnais qu'il n'y a pas de souveraineté absolue ni la sécurité absolue. Oui. Ce qui se passe à Glodjibé, moi, en tant que défenseur des travailleurs, on s'y prête attention pour voir. Je dis, travaillons pour qu'il y ait des indicateurs qui montrent effectivement que notre quête... Par exemple, pour vous, c'est Massa Lezema. Oui, comme il le dit, effectivement, ce n'est pas ce matin que j'ai senti qu'ils sont... Mais comme on est là pour décrypter, c'est pourquoi je faisais allusion à ça. Ceci étant... S'il vous plaît, ce n'est pas un duel, s'il vous plaît. Ceci étant, c'est parce qu'elle a posé la question à ses invités, où est-ce que ça vient et d'où ça vient, et ils ont dit que tout est assez ici. Donc, bref, les indicateurs. Regardons. En termes d'énergie, c'est vrai qu'au moins, nous avons une petite chance et les coupures d'avant, ça ne se répète plus comme ce qui se passe maintenant. Ça veut dire qu'on peut dire, en termes d'énergie, on tend vers d'être un peu souverain, mais le coût de l'énergie. La souveraineté, ce n'est pas seulement l'existence du produit. Le coût, si le coût ne permet pas aux citoyens de développer leurs activités et consorts, les citoyens ne vont pas dire que leur pays les amène vers la souveraineté qu'ils recherchent. Maintenant, j'ai dit en termes de la souveraineté alimentaire, regardez ce qui est la part de ce qui est importé sur le marché chez nous. J'ai appris la fois où on était à une réunion où même nos dirigeants remerciaient le ministre du Japon qui a donné du riz à nos élèves à l'école. Et moi j'ai dit non, on ne peut pas. Pourquoi ils ne donnent pas ce riz-là aux prisonniers? Ils sont en train d'habituer nos jeunes au goût alimentaire. Quand ils ne vont pas travailler, c'est leur riz qu'ils vont acheter. Pourquoi chez nous, nous-mêmes, nous ne pouvons pas développer ces trucs-là? Ce sont des indicateurs pour que, tout au moins sur ce chantier-là, qu'on dise qu'au moins nous-mêmes, nous sommes en train d'être souverain dans ces... C'est Massa Lezema, quand vous évaluez la cession de notre pays à l'indépendance, la révolution,
Nous sommes passés en quinquennat, de septennat actuellement. Sur quel levier vous pouvez vous baser pour vous dire que, oui, dans ce domaine-là, le Bénin a atteint vraiment une souveraineté remarquable, une évolution, si je peux le dire ainsi. Tout au moins, on a remarqué que même si on n'est pas totalement dans le secret des dieux, on a remarqué au moins que en termes d'organisation des élections, on discute entre nous et nous faisons les choses où on ne nous impose pas désormais qui va nous diriger absolument. Au moins, les Béninois vont choisir d'une manière ou d'une autre celui qui va les diriger. En termes d'institutions, nous aussi, nous sommes libres de penser les institutions qui vont renforcer notre démocratie pour la cohésion de notre vivre ensemble. Même, je disais, même si le débat n'a pas été totalement fait sur l'introduction du Sénat dans notre corpus juridique au terme des institutions, au moins librement, nous avons, nos députés, honorables députés, ont choisi la nécessité d'instituer sur ça. Et tout ça là, on sent que l'extérieur ou bien les colons n'interviennent plus de façon visible dans ça. En temps, à l'école, au lycée Bianzin, vous avez vu, même les jeunes lycéens, en 1958, ils faisaient grève à cause de leur dignité, la manière dont les Blancs qui enseignaient les traitaient. Mais aujourd'hui, au moins, de petit à petit, le Bénin recrute les enseignants, même si ce n'est pas encore suffisant, qui vont s'occuper de l'éducation de leur vie, et ce n'est plus des colons. Donc, globalement, sur ces leviers, on peut dire que nous avançons. Et ensemble, nous allons construire progressivement le Bénin que nous voudrions, un Bénin prospère et un Bénin solidaire. Vous avez dit aussi tout à l'heure, en termes de sécurité, même si on ne peut pas dire de façon absolue, nous seuls, le Bénin seul peut faire face à cette situation. On voit que le Bénin fait des efforts pour l'acquisition du matériel et pour faire face au déficit de la sécurité, où on ne va pas dire totalement que quand ça commence, absolument c'est d'autres. Et nous, vous avez vu aussi l'engagement de nos forces de l'ordre. Et je salue leur bravoure, surtout ceux qui sont au front sur le combat de notre sécurité dans les régions septentrionales. Donc, globalement, sur ces leviers, on peut dire qu'au moins le Bénin est souveraineté. Et ce que je disais, il ne faudrait pas qu'on transforme seulement cette souveraineté en de l'apaisement et de la stabilité des institutions. C'est-à-dire, quand on a fini les élections, les institutions fonctionnent et on muselle les libertés, les gens ne peuvent plus s'exprimer, ainsi de suite. Ce n'est pas... tout ça là... Ça n'empêche personne de s'exprimer. Il faut savoir seulement dire avec les mots qu'il faut. Bon, je respecte votre boulot et je comprends. Nous avons des lunettes avec lesquelles nous apprécions certaines choses. Et je vous concède réellement ce que vous dites, qu'on doit s'exprimer en respectant les lois. Mais il faut qu'on donne les possibilités effectivement réelles de s'exprimer pour contribuer à l'évolution de notre pays. Merci. Oui, Jules Léandre Kitty. Sur quel levier aujourd'hui le Bénin doit s'appuyer sérieusement avec ce septennat que nous avons. C'est vrai que nous, depuis un moment, nous valorisons davantage notre culture, l'éducation, les infrastructures, mais pour rayonner davantage, sur quel levier le Bénin doit pouvoir s'appuyer durablement? Moi, je pense qu'il faut attaquer la santé et l'éducation. D'accord? Il faut attaquer la santé et l'éducation parce que je suis fondamentalement croyant, convaincu de ce que quelqu'un, un enfant, un jeune, qui a des comportements qui contribuent à ce qu'il ait la bonne santé physique et mentale. Un enfant, un jeune, qui est bien formé, qui devient un intellectuel et non un lettré en français, il y a une différence, et qui est formé pour devenir quelque chose qu'il va pratiquer pour transformer son environnement positivement. Et quand je parle de l'environnement, il faut y voir tout l'écosystème, c'est-à-dire que ses rapports avec les autres, l'espace, la nature, et la contribution au règlement des problèmes de la nation. C'est-à-dire que si vous regardez, toute une nation est obligée de lancer, le gouvernement est obligé de lancer toute une campagne contre ce qu'ils ont appelé les atiquinquins,
Mais oui, c'est comme ça que le thème générique a été accepté. Et moi, j'étais heureux parce que, étant un stratège en communication, vous savez, le nom peut sortir d'un ghetto. Si le nom, là, l'expression, là, commence pas à être utilisée par le plus grand nombre de personnes, pour comprendre le phénomène, il faut l'utiliser. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tuent avec tout ça. Ils commencent par tuer leur cerveau. Mais il y a des règles. Est-ce que l'État peut lutter contre tous les vices de la jeunesse? Non, c'est pourquoi je dis, un gouvernement dégage des priorités. Moi, pour les efforts qui sont en train d'être faits aujourd'hui en matière de santé, je dis si on poursuit ça, et que la santé n'est pas vue seulement comme du point de vue médical, de la thérapie, et on travaille beaucoup dans la prévention, et qu'on retourne à booster le processus de valorisation de la médecine traditionnelle aussi, ce qu'on peut en tirer. Parce que, disons, quand on veut valoriser notre culture, tout ça, il faut en finir avec les méthodes où on regarde de haut ce qui se fait là. Moi, j'ai eu une interview avec le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, qui est un Béninois, docteur ici, qui m'a dit que lui, jusqu'à aller à l'université, avec les tisanes qu'on lui donnait, il n'avait jamais été malade. Ce n'est qu'après, il est médecin de formation, hein. Ce n'est qu'après, quand il n'avait plus le temps pour faire tout ça, et qu'il n'a pas le temps d'appliquer ça à ses enfants, même s'il faut encadrer ça, il faut étudier ça, il y a toujours quelque chose à tirer là. Et ça amoindrit d'ailleurs le coût de la santé. Si la jeunesse est bien soignée, elle est sensibilisée pour ne pas avoir des comportements qui vont la détruire, et qu'elle est bien formée, et que l'éducation est orientée vers des formations qui forgent une grande personnalité, un citoyen qui a soif de contribuer au développement de son pays, pas seulement manger lui-même, je pense qu'on va évoluer. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Je soupçonne M. Lézimen d'être dans l'enseignement, quand je l'entends parler avec véhémence de ses amis enseignants qu'il faut recruter à tout va. Mais j'ai envie de le regarder frontalement pour lui dire quelque chose. Moi, j'ai un problème avec... Je salue ceux que je connais de valeureux et très compétents enseignants. C'est l'un des métiers où il faut être... Mais je connais également beaucoup d'enseignants qui, quand je veux les décrire, je dis, voici des gens qui sont trompés de métier. Et d'autres qui sont un danger pour la formation. Mais eux-mêmes, la formation, non, c'est pas, disons-nous la vérité. Il y a des brebis galeux partout dans tous les métiers. Non, je vous en prie. Il y a des brebis galeux partout, même dans le journalisme. Madame, vous êtes journaliste. Vous ne savez pas que dans le journalisme, là, quand vous regardez... Nous allons revenir au thème. Non, mais moi, j'ai du mal. Il y a des convenances qu'il faut dépasser. Tu as bien je n'ai pas insulté de l'éducation, c'est Je n'ai pas insulté. Quand je dis éducation, et que vous voulez me demander quels sont les leviers que le pays doit actionner. Qu'est-ce que les enseignants, selon vous, doivent changer alors? Voilà. Je dis, il faut former autrement les enseignants. Il faut mettre un circuit en place, un système qui permette, au-delà de l'envie de trouver un emploi, qui permette de susciter la vocation chez des gens qui veulent devenir enseignants. Si le monde de l'enseignement et le métier d'enseignant est présenté comme un métier précaire, si la manière dont les enseignants sont vus, quand ils font leurs revendications, la manière dont on en parle, si le citoyen qui écoute, le jeune, a l'impression que c'est quand on n'a rien, qu'on se dit, bon, il vaut mieux aller vers l'enseignement. L'enseignant, là, l'élève ne verra jamais en lui l'éducateur. Il verra celui qui vient lui donner un coup. Mais il ne va pas l'écouter. Et celui qui choisit l'enseignement également, parce qu'il n'a pas trouvé boulot. Et comme même s'il n'aimait pas le métier, il choisit ça, il va mal l'exercer. Je ne suis pas en train de dire seulement que je ne peux pas parler de l'éducation à réformer sans parler de la personne, de l'enseignant, de ses qualités. Maintenant, la formation, la qualité de la formation de l'élève ou de l'étudiant dépend également du niveau de l'enseignant. Maintenant, si l'enseignant n'est pas formé, il y a beaucoup de nouveaux métiers aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux métiers, du numérique aujourd'hui. Les enseignants,
à qui on peut reprocher de dire « Ah, vous n'êtes pas qualifié pour former les enfants dans tel domaine ». Est-ce que dans leur formation d'enseignants, dans les curricula de formation, dans les écoles où on les forme, là, on avait introduit cette discipline-là? Il faut retourner les former dans ça aussi. Et ça fera que vous allez avoir des gens, vous allez avoir moins de chômage. Aujourd'hui, les syndicalistes sont en difficulté, vous savez pourquoi? Parce que les pouvoirs publics ont été obligés de restreindre un certain nombre de libertés syndicales pour que la pression à ce niveau n'empêche pas les dirigeants de fonctionner, alors que le vrai problème, c'est que les enseignants... Non, s'il vous plaît, je ne le dis pas dans les mêmes termes que vous, parce que c'est aussi abusif de votre part de dire tout le temps les libertés sont restreintes, alors que vous êtes en train de parler sur ce plateau. Nous ne parlons pas que des enseignants, Jules. Allez-y très rapidement. Oui, non, je voulais dire que je le remercie d'ailleurs là quand il va parler de l'éducation, mais en réalité, c'est l'État qui gère la politique de l'éducation, ce ne sont pas les enseignants. Et nous voudrions, comme je le disais tantôt, l'éducation, il faut qu'on oriente nos formations vers les priorités d'offres, de la demande sur le terrain qu'on sort. Il va falloir, le gouvernement du président Talon nous a annoncé la construction de beaucoup de lycées agricoles. On ne l'a pas vu jusqu'à la fin avant qu'il ne parte. Je ne dis pas que rien n'est fait là, mais il va falloir que le président actuel continue sur ça pour que notre éducation rime effectivement avec nos besoins. Et comme je le disais, les enseignants qui doivent faire face à ça, il faut également qu'ils soient bien formés et bien. Et il n'y a pas que l'éducation, que la santé, il y a aussi l'habitat. Il y a aussi l'habitat. Et vous savez que dans l'habitat, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, regardez ce qui se fait de l'autre côté. Ou quel citoyen moyen pourrait aller s'offrir ces logements, dont on dit logement social. Monsieur Léandre Kitty. Donc, c'est tout ça là que nous allons, ce sont ces leviers que nous allons nous baser pour assurer un peu l'avenir de notre pays. Et justement, au-delà de tout ce qui reste en suspens, de ces chantiers inachevés, de tout ce qu'il faut réformer, qu'est-ce que nous devons retenir de ce 1er août du 1er septennat pour la suite? Pour la suite, oui. C'est déjà une célébration de l'espoir. D'accord. Et nous pensons que l'actuel président, avec toute l'intelligence et l'énergie que dégage, nous voyons qu'il saura mettre l'accent sur réellement les priorités de la nation. On a parlé de l'éducation tantôt. Vous savez, l'éducation est même inscrite dans notre constitution comme une priorité. Est-ce qu'on en fait réellement une priorité? Il faut que ce chantier, il pense réellement là-dessus. Et comme il a dit, la santé. Voyez-vous, je prends par exemple l'exemple de l'hôpital de zone de Calavi. En face d'un hôpital chic, où à l'intérieur là-bas, quand l'urgence est en tension, la population, les gens ne peuvent pas trouver un lit pour se faire soigner. Vous voyez, il faut qu'on... Et il a dit que si les citoyens sont en bonne santé et ils sont bien éduqués, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on accorde trop de priorité à la politique et à la rémunération politique. Il faut qu'on investisse effectivement dans ces domaines, regardez, qui pourront effectivement assurer notre développement vers l'espoir que nous espérons. Oui, il faut remarquer aussi que la mentalité des Béninois a beaucoup évolué ces derniers, je vais dire ces derniers mois plutôt. Le Béninois n'est plus tellement vindicatif. Il sait comprendre, il sait déchiffrer, décrypter, analyser l'actualité. Est-ce que ce n'est pas aussi un bon début? Oui, c'est un bon début, mais je suis peiné de constater que quand on aborde ce qui produit ce que vous êtes en train de constater, vous êtes dans vous posez des balises, ah non, il ne faut pas dire les choses. Comment la chose la plus difficile à changer, c'est la mentalité. Mais comment vous voyez subitement que depuis quelques mois, les mêmes Béninois que vous voyez vindicatifs, qui étaient rien que dans les invectives, qui étaient que les Béninois s'insultaient dans la rue comme si c'était des entre griffes, des gens qui se connaissaient déjà et que l'un avait tué le papa de l'autre. Pourquoi ils changent?
Parce qu'il y a eu un temps où on a dû faire la thérapie de choc. Après, on lève le pied. Vous voulez parler de la rupture? Oui. C'est-à-dire que pendant que ça criait restriction des libertés, moi je suis malade des libertés. Quand je suis enfermé, on m'empêche d'être libre là, ça me fait mal. Mais on a passé trop de temps à jouir des libertés sans penser à la responsabilité. Quelqu'un vous avez été dans une grosse intelligence professionnelle aujourd'hui en demandant à un de vos invités qui parlait de la sécurité, était focus sur les questions de terrorisme, a dit la sécurité c'est également sur la route, les questions de casque. Vous avez vu la réponse qu'il vous a faite? Il a dit avant, personne ne voulait porter les casques et les Béninois étaient prêts à dire honteusement, c'est ma tête, je peux tomber, ce n'est pas le problème de l'État. Mais parce qu'on a réprimé et on a montré à beaucoup de Béninois que la loi existait déjà sur ça. Et on a réprimé pendant un temps, on a traité les forces de défense et de sécurité de tous les noms d'oiseaux. Et des gens ont dit, ah non, vous traquez les peuples. Aujourd'hui, il a ajouté, chaque citoyen béninois qui veut aller à moto, quand il veut quitter sa maison, quand il tombe dehors, il a oublié son casque, il dit, il court, il va chercher. Très bien. C'est rentré dans ce qu'on appelle en communication sociale nos compétences de vie courante. Ça veut dire que ça devient un réflexe pour nous. C'est de la même manière que les Béninois, parce que certains se sont empressés de commenter des choses ou bien de faire des opinions, des jugements de valeur, sans chercher les informations et les faits qui sont sacrés, et ont été mis devant leurs responsabilités, jugés et emprisonnés, et se sont dit, ah, pour si peu, je peux être emprisonné, on lui a sorti la loi. Du coup, une masse critique de Béninois a commencé par se dire, je peux m'exprimer, mais il faut que j'aille chercher le fond, donc que je me donne le temps de la collecte de l'information, de la réflexion, avant de parler. Et on n'a pas besoin que les 14 millions de Béninois soient exactement dans cette discipline. Mais si 80% des Béninois commencent par faire les choses comme il se doit, vous allez voir les autres, plus personne ne va leur dire avant qu'ils le fassent. La classe politique, parce qu'elle aussi, pendant longtemps, alors que bien formés pour bien se comporter dans l'intérêt supérieur de la nation, dans leur majorité, les acteurs politiques se sont comportés pour leurs intérêts personnels. Ils sont en cohésion. Non, attendez, là aussi, il y a une thérapie de choc qui leur est appliquée. De l'histoire du Bénin, vous n'avez jamais eu, même au temps de la révolution, sous Kérékou, vous n'avez jamais eu la trêve politique. Non, c'est une thérapie de choc. Un jour peut arriver, le constituant béninois va encore se lever pour dire, ok, maintenant on peut lever le pied, on veut enlever trêve politique. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a instauré trêve politique, vous avez encore vu un autre parti créé? Plus personne ne veut en créer. Alors que si jamais il n'y avait pas eu ça, mais trêve politique, ça crée des difficultés quand même pour l'expression du débat politique entre eux, électoralistes. Donc aujourd'hui, là, ça aussi va faire mal jusque dans les tripes. Mais ça fera que beaucoup de jeunes aussi qui pensaient qu'ils pouvaient faire de la politique leur carrière, leur emploi, vont dire, il faut que je pense moi, que je sois utile techniquement, que quand la République m'appelle, je puisse produire quelque chose qui puisse impacter les autres. Et après, l'engagement politique, je peux le faire. Donc, aujourd'hui, avec la grève politique, même les partis politiques vont mieux faire fonctionner les écoles politiques qui sont imposées par la charte des partis politiques. On ne formait pas beaucoup à ce niveau. Mais aujourd'hui, comme il y a 6 ans, où il ne doit pas avoir de débats, d'activités où on zoome les élections qui vont advenir d'ici 7 ans, eh bien, les gens vont réfléchir à former le personnel politique, à former les jeunes, à faire ce qu'on appelle de la discrimination positive. J'ai vu un parti politique la fois dernière donner des attestations à beaucoup de militants pour les efforts. Très bien. Mais quand on va faire tout ça, au bout de 6 ans, vous allez voir les élections qui vont venir là. Hein? Même le débat de la campagne, ce ne sera plus voir comment mon boubou est blanc, comment je suis géant. La thérapie de choc que vous évoquez a été alors salutaire. Salutaire. Et vous allez voir les effets que ça va produire. Ça va moraliser la vie politique également. Et personne, vous allez dire, d'ici 7 ans, je vous souhaite d'être
en évolution, mais en position de pouvoir encore commenter ça et dire le personnel politique a changé de mentalité et il est plus cohérent avec les besoins de... On est obligé de créer dans les obligations ou les rôles du Sénat, par exemple, de veiller à ce que les lois qui sont adoptées à l'Assemblée nationale soient dans la pertinence et la cohérence avec les intérêts, les besoins et les préoccupations des populations où qu'elles se trouvent. Merci à vous. Alors, rapidement, un dernier mot, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons assisté à une classe politique assez unie, en tout cas dans la forme, nous l'avons pu le remarquer. On peut dire aujourd'hui que nous avons une classe politique intelligente, désormais au service du bien-être du peuple béninois. Tout simplement. Bon, à l'image de ce qu'ils ont présenté, ces acteurs politiques qui constituent notre classe politique. Mais en réalité, ils parlaient du changement de mentalité. Est-ce que réellement cette classe politique a changé de mentalité? Moi, j'ai l'impression que le président Talon, qui les connaissait bien, les a amenés par contrainte à rester ensemble pour se partager les dividendes politiques. C'est tout. Sinon, réellement, dans l'union, est-ce que qui peut être en dehors de ce système et bénéficier encore de quelque chose dans le système? C'est de ça il s'agit. Si c'est librement, ils se sont concertés à ça, on comprendrait qu'ils ont changé de mentalité. Mais l'image qu'ils nous ont présentée aujourd'hui, tous unis, nous montre quand même que quelque chose a changé autour de toi et tout le monde. Leur objectif, c'est juste d'aller chercher des dividendes. Non, ils en ont vu plus que ça. Merci à vous, chers invités. Jules Léandre Kitty, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce plateau. À vous aussi, c'est Moussa Lezima, merci d'être venu avec vous. Ça a été plutôt un regard politique, une analyse, des analyses politiques sur ce défilé, le 1er août du septennat. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout, nos programmes se poursuivent. Nous allons recevoir tout à l'heure le consultant politique pour ses premières analyses, son décryptage. Et vous aurez également aussi un programme tout à l'heure à 15h, donc restez avec nous.